Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur notre chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR. Je suis avec Shai, comme tous les matins, c'est le duo de choc de l'équipe Reverse. Shai, on commence direct par les matchs de la nuit. Il y en avait deux au programme, Ouais. après une nuit chargée la veille. Là, il n'y avait que deux matchs au programme. Les Celtics ont battu les Sixers 112-101, les Lakers ont battu les Kings 109-101. Est-ce qu'il y a une performance qui a retenu ton attention un peu particulièrement? Alors, déjà pour tout avouer, c'est des matchs dont j'ai regardé les résumés un peu plus tard parce qu'il y avait la finale WNBA dont on parlera peut-être un peu après, sur laquelle je me suis concentré. Mais ce que j'ai retenu, c'est que les Celtics ont encore battu les Sixers, que Joel Embiid et James Harden ont toujours pas joué. Donc c'est des Sixers un peu low cost, quoi. C'est difficile de les analyser en tant que tels. Et les Celtics tentent des choses, ont remis Jrue Holiday dans le 5. Tu vois, c'est ce qu'on se demandait l'autre jour. On se disait, est-ce que c'était juste circonstanciel son départ, enfin le fait qu'il commence le match depuis le banc la dernière fois, là il était directement dans le 5. Par contre, c'est Jason Tatum et Jaylen Brown qui étaient économisés ou laissés au repos. Mais ce que je retiens, c'est qu'on a encore vu Peyton Pritchard finir. Voilà, C'était la même c'est chose pour ça. moi. Bah, ils ont fait trois matchs de pré-saison avec différents line-up, différents joueurs présents et absents. Et à chaque fois, il y avait Pritchard et à chaque fois, il a fini meilleur marqueur des Celtics. Là, il fait 17 points. Il est en confiance. Il a signé son contrat et je pense qu'il veut vraiment montrer qu'il peut avoir du temps de jeu cette année et pas juste faire du garbage time ou des petits bouts de match par-ci par-là. C'est un attaquant très agressif, un joueur généreux. Donc là, ça s'est encore vu sur ce match-là. Et il a fait une bonne paire avec Sam Hauser qui était intéressant, surtout en début de saison dernière. Après, je trouve qu'on l'a moins vu. Mais là, il fait 15 points, je crois. Il marque 15 points dans le match. Et les deux étaient intéressants à voir sur cette rencontre-là. Comme je le disais hier et sur les autres jours, c'est très dur de tirer des vrais enseignements. C'est plus des tests et des joueurs qui se dégourdissent un peu les jambes avant le début de la saison. Mais voilà, Boston plutôt serein, quels que soient les line-up. Tu vois, ils ont même fait jouer Zvimi Railiuk qui met ses 15 points en sortie de banc. Donc un autre prétendant à un petit poste en tant que shooter. Voilà, il y a de quoi faire. Et Philadelphie, c'est très dur de retenir quelque chose de Philadelphie. T'as Iris Maxi qui était un peu tout seul qui met Ouais, ses c'est une 17 équipe qui points. va jouer Bah ouais, c'est. complètement différemment dès qu'il y aura Joel Embiid. Donc là, c'est À part, déjà que la pré-saison n'est pas significative. voilà, à part dire, ouais, t'as Iris Maxi a mis 17 points à 7 sur 17, Kelly Oubre 18 points en 22 minutes. Donc ça, c'est le registre dans lequel on le verra en saison, par contre. A priori, il est amené à sortir du banc et à amener cette énergie et des points en sortie de banc, c'est tout ce qui lui sera demandé de toute façon. Les autres, bah ouais, les autres joueurs, tant qu'il n'y a pas Embiid et tant qu'il y a le cas Harden qui n'est pas encore résolu vu qu'il est toujours là, bah c'est compliqué quoi. On les imagine pas démarrer la saison, enfin et ce sera peut-être le cas, hein, mais avec Pat Beverly et Tyrese Maxey dans le backcourt, il y a Paul Reed, PJ Tucker, Tobias Harris, c'est un petit peu léger quoi. Ah, je suis d'accord. Je vais réagir plutôt sur Pritchard parce que c'est aussi une de mes remarques de la nuit. C'est qu'en fait, même dans les tirs qu'il prend, tu sens qu'il est en confiance. Hmm. Il est complètement déterminé à faire une grosse saison. Et je pense que de toute façon, l'idée, c'est effectivement pas de lui donner du garbage time parce qu'il a été re-signé pour 30 millions sur 4 ans Hmm. par les Celtics juste avant là, le début de la pré-saison. Donc je pense qu'il y a vraiment une vraie volonté de l'intégrer ouais, dans le top 8 de la rotation. Quoi. Les 8 joueurs qui vont jouer, notamment une fois les playoffs arrivés, si tout va bien, a priori Pritchard, il aura sa place, il sera le backup de Holiday à la main. Voilà, il aura des minutes cette saison. Derrière Holiday et White, il y aura une vingtaine de minutes, je pense, pour Peyton Pritchard, ou Hmm. entre 15 et 25 selon les soirs. Et voilà, peut-être plutôt 15 en playoff, mais c'est peut-être 15-20 en playoff, mais voilà, c'est un joueur qui va monter en galon à Boston, notamment du fait, bah voilà, il y a eu le départ de Marcus Smart, la rotation s'est rétrécie, Hmm. elle a gagné en qualité, mais elle s'est rétrécie, et lui, ça va être un des joueurs qui va en profiter. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ce match-là, c'est un peu une revue d'effectifs. Je pense que Joe Mazzulla fait aussi un peu des tests pour voir à qui il a envie de donner les dernières minutes dans la rotation. Il y a des noms qu'on voit, je sais pas si on les reverra après, mais tu vois, Nemias Keita. Bon, chez Brissett, je pense qu'il va jouer un peu, même si là, il n'a pas été très, très à son avantage. Mais
Wenyan Gabriel qui a été signé, donc je crois que c'était juste pour le training camp dans un premier temps, mais c'est quand même un joueur qui peut apporter, donc il a eu sa dizaine de minutes aussi. Enfin, voilà, pour les Celtics, c'est surtout ça. C'était cool de voir Jrue Holiday dans le 5 aussi, parce que ce 5-là me plaît plutôt pas mal. Enfin, Derrick White, en fait, voilà, sur le résumé que j'ai vu, j'ai l'impression d'avoir surtout vu Derrick White, bon à la finition, très bon en défense. Il met quoi, 3 contre, non? J'en vois un où il arrive, il surprend par derrière. Ouais, il met 3 contre. Ouais, je crois que c'est pas Oubre qui vient contrer. Enfin, c'est un joueur qui est polyvalent et qui va aussi gagner en importance, je pense, avec le départ de Smart. Donc voilà, je dis qu'il n'y a rien à retenir, mais on a dit des choses finalement. Ouais. Ça reste un match de pré-saison, donc c'est des petits ajustements pour geek, quoi, pour les fans des Celtics et pour les fans des Sixers, même s'il y a plus de choses à retenir peut-être pour Boston que pour Philadelphie. L'autre match, du coup, c'est la victoire des Lakers contre les Kings, 109-101. Mm. Il n'y avait pas Anthony Davis ni LeBron James cette fois-ci. Après, il y a quand même eu plusieurs joueurs majeurs des Lakers qui ont joué une petite vingtaine de minutes. Notamment D'Angelo Russell qui a quand même calé 21 points et 8 passes en 21 minutes. Voilà, ça a fait la différence voilà, pour Los Angeles. Il y a eu Gabe Vincent qui était mis dans le 5 cette fois-ci, après avoir été sur le banc. Il a mis 18 points. Il s'était un peu troué sur le premier match. Là, il met 4 paniers à 3 points sur ce match. Ouais. Oui, bah c'est ça. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est l'apport du trio qui Hachimura, Prince et Christian Wood, parce que c'est des joueurs dont voilà, leur apport ce sera du bonus toute la saison, comme on disait pendant un temps que tout ce qu'apporterait Austin Reeves ce serait du bonus. Il est devenu plus important qu'un simple joueur qui amène des points par-ci par-là. Ces trois-là, ils ont des choses à défendre. Hachimura dans la lignée de sa saison dernière, enfin de ses playoffs surtout dernier, qui était impressionnant. Et Taurean Prince, il va avoir du temps de jeu, et là il met 13 points, il met 2 ou 3 tirs à 3 points je crois, enfin, c'était quand même pas mal. Et puis Christian Wood qui est un peu l'énigme, est-ce qu'il sera capable d'être sur le terrain quand les matchs seront un peu chauds, ou quand aussi Anthony Davis doit manquer des matchs sur blessure, est-ce qu'il sera capable de rester sur le terrain contre des bonnes équipes, en attaque sans aucun problème, parce que là il te met 13 points sans forcer. En défense, on attend encore de voir. C'est pas ce genre de challenge, enfin ces matchs de pré-saison qui permettent de le savoir vraiment. Prince, c'est vrai, ça ressemble à une bonne pioche. Ça ressemble à une pioche sous-côté. Pas non plus. C'est pas un game changer, Taurean Prince, mais ça ressemble à le genre de pioche, ouais, où à un moment pendant la saison, tu dis quand même bien vu cette signature. Je pense qu'il complète plusieurs 5 différents des Lakers, quelle que soit la manière dont les Lakers ont envie de jouer, tu peux l'aligner. Ça ressemble à une pioche intéressante, et lui pour l'instant il a plutôt bien commencé cette pré-saison. Bon, voilà pour les matchs, il n'y avait que 2 matchs au programme. On va parler un peu des Hornets. On parle pas souvent des Hornets, et malheureusement quand on en parle, c'est souvent pour des faits divers, mais bon, c'est encore une fois le cas. Finalement il y a eu passé 2 petites choses à Charlotte. Alors il y a un truc qui est déjà un poil plus sportif, c'est Kai Jones a sans surprise été coupé. Sans surprise, oui et non, parce que, enfin, oui. Je vois pas comment. Non, si. Non, c'est sûr. Mais parce que depuis qu'il a demandé son trade officiellement, c'était à peu près sûr qu'il laisse passer quelque chose. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'à la base, les Hornets avaient dit dans le communiqué qu'annonçait sa mise à l'écart après les premières frasques, on va dire, ils disaient on va rester en contact avec lui. Il y avait en fond, il y avait la question de la santé mentale. Je les imaginais ne pas le couper, parce que sinon ils auraient pu être accusés de le laisser un peu dans la merde tout seul, quoi. Là, bon, ils se sont dit qu'il allait pas si mal et qu'il était peut-être juste un peu chelou, on va dire, parce que là, il a refait des vidéos, il a refait des tweets. Non, mais il est complètement. Je pense qu'ils se sont dit que ça servait pas à grand chose, et que après ils auraient pu le trader aussi, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres équipes qui soient sur le coup maintenant avec ce qu'on a vu là. J'espère juste que oui, au niveau santé mentale, il soit pris en charge, soit qu'il se fasse aider, parce qu'il y a a priori il y a un souci, ou alors il est pas fait pour jouer en pro en NBA, je pense, parce que quand tu connais, à son âge, ça l'a peut-être fait dérailler. Ouais, à son âge, tu connais les codes des réseaux sociaux, des vidéos, tout ça, de ce qu'il faut dire, pas dire. Là, c'est bon, c'est un peu compliqué. Je sais pas si on reverra le garçon en NBA. Pourtant, c'était un mec qui avait du potentiel, mais pas l'impression là. J'espère juste qu'il va aller bien et qu'il y aura pas de mauvaises nouvelles plus tard. Sa réaction, ça a été de dire qu'il priait pour des moments comme ça. Ouais, d'accord. Pour être libre, quoi, pour pouvoir choisir là où il veut aller. Voilà, pour être libre. Ouais, d'accord. Pas, mais bon, enfin, bon, c'est.
c'est triste. Moi, voilà, comme toi, j'espère que c'est quelqu'un qui sera pris en charge. Hmm. Je pense qu'au niveau de la santé mentale, c'est pas ça. Mais bon, voilà. En tout cas, honnêtement, je vois pas comment c'était possible qu'il revienne à un moment dans la rotation. Le gars a parlé sur ses coéquipiers. Enfin, Non, personne n'en veut. ouais. C'était fini. C'était fini dès ce moment-là. Ouais. On l'avait pas vu venir au début, mais ouais, c'est sorti de nulle part pendant l'été. Le mec a pété un câble et non, à partir de là, c'était fini. L'autre information qui concerne les Hornets, Ouais. c'est les plus tristes. Alors, enfin, ou je sais pas si c'est triste le mot, je trouve pas le bon adjectif, mais il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre Miles Bridges parce qu'il n'a pas respecté. Alors, ça date de janvier dernier, mais apparemment les Hornets viennent seulement de l'apprendre. Donc ça, déjà, ça va poser problème le fait que les Hornets vont seulement apprendre qu'il y a eu un incident, c'est-à-dire qu'en janvier dernier, Miles Bridges n'a pas respecté la mesure d'éloignement, ouais. Voilà, et voilà, je cherchais le mot en français. Parfait, la mesure d'éloignement envers son ex-compagne, donc il s'est rendu à moins de 100 mètres de son... Enfin, il s'est rendu à son domicile, il a éclaté la vitre arrière de sa voiture, si je dis pas de bêtises. C'est ça, le pare-brise, mais enfin... Oui, ce qu'on sait juste, c'est que bon, les gens sont au courant de l'affaire. De toute façon, maintenant, il a été condamné à 3 ans avec sursis, donc il y a probation, donc il devait pas enfreindre certaines règles de mesure d'éloignement pour les violences conjugales dont il avait été reconnu coupable. Et donc en janvier, apparemment, ouais, il a fait ça. On n'a pas le contexte du tout. Hein. On ne sait pas s'il l'a croisé directement. On sait visiblement, selon le rapport, qu'il n'y a pas eu de nouvelles violences physiques à l'encontre de son ex-compagne. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais visiblement, il y a quand même eu un incident sur la voiture. Et tu as raison, le problème, c'est qu'il y a eu prolongation de contrat. Tout le monde était déjà un peu bon, ok, il le garde. Enfin, qualifying offer, en fait. Oui, voilà, bon, ouais, c'est ça. Ils ont validé la qualifying offer de 7,9 millions, je crois. C'est sur un an et après, il sera libre l'été prochain. Ouais, donc, mais par contre, ça pourrait être annulé si il est avéré que lui et son camp, ses représentants, en l'occurrence Clutch Sport, qu'on connaît bien, ont dissimulé l'information à Hornets et donc qu'ils n'avaient pas tous les éléments en main pour valider la qualifying offer. Donc ça on ne sait pas. Pour l'instant, c'est des suppositions, mais c'est un vrai risque parce que visiblement, ils ne s'y attendaient pas. Sinon, est-ce qu'il aurait fait signer le truc? Je ne sais pas. Ils ont fait justement un statement pour préciser qu'ils n'étaient pas au courant, qu'on n'était pas au courant que ça s'était passé. On ne sait pas si Clutch Sport était au courant, on peut supposer que oui, mais au final on ne sait pas. On ne sait pas si le joueur l'avait signalé à ses agents. Il y a ça, mais il y a aussi il y a le risque déjà il y a le risque judiciaire. Enfin, il peut y avoir une nouvelle procédure. Enfin, ça peut avoir des conséquences et puis il peut y avoir aussi des suspensions éventuellement de la NBA, encore une fois, même si il n'y a pas eu de nouvelle violence physique comme tu l'as dit. On ne sait pas comment la NBA va interpréter cette affaire, qu'est-ce qu'elle va décider derrière. Donc en tout cas, c'est encore une fois un souci dont les Hornets se serait bien passé, quoi. Ces derniers mois, c'est quand même costaud, hein, parce que quand tu refais l'historique, alors il y a des degrés de gravité, on est bien d'accord, hein, mais entre donc Miles Bridges qui avait été suspendu et les faits étaient quand même assez chauds, hein, les violences conjugales c'était devant les enfants et tout ça, il n'aurait pas pris 3 ans de probation sinon. Donc Miles Bridges, après il y a des trucs, la Melo Ball au volant, visiblement il a du mal à se comporter correctement, hein, c'est un euphémisme. James Bouknight, il l'avait retrouvé ivre mort dans sa voiture avec 2 guns et un paquet de chips, une mise en danger de sa propre vie et de la vie d'autrui. De toute façon, t'es ivre dans une voiture avec des armes à feu, bon, voilà. Et puis après, ça c'est un autre choix. Là pour le coup, c'est un choix, mais ils ont quand même drafté Brandon Miller 3 mois après. Alors il a été disculpé, mais c'est avéré qu'il a fourni une arme à feu qui a servi à un meurtre. Donc après, dans le détail, on n'en sait rien. On n'était pas au procès. Lui, il a fourni l'arme à feu à un mec sans savoir ce qu'il allait en faire, mais ça reste un truc. C'est des histoires qu'on a envie d'éviter quand on veut devenir joueur professionnel. Enfin, on voit bien avec Ja Morant qu'on n'est pas à ce degré-là, mais c'était déjà problématique. Donc il y a tellement. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Pour les Hornets, c'est dur à gérer au quotidien. Je pense que tu as des joueurs qui doivent se dire qu'est-ce que je fous là? Il faut vraiment. Il n'y a même plus Michael Jordan pour le prestige. Au bout d'un moment, faut essayer faut aller voir ailleurs, quoi. Ouais, après, il y a un nouveau management en place. On verra si la nouvelle direction arrive à relever la franchise et à la rendre plus saine. Ça sera ils ont plusieurs mois, peut-être même aller jusqu'à plusieurs années pour le faire.
Ouais. Et on espère qu'il y aura un peu de sérénité du côté de Charlotte, parce que c'est vrai que c'est dommage. C'est une franchise sympathique, le nom, les couleurs, etc. Elle mériterait d'être mieux représentée. On va passer à un autre sujet. On ne devait pas l'aborder à la base, mais ça me pique en fait. ESPN fait son top 100 chaque année des meilleurs joueurs NBA. Ouais. Et je sais pas. Alors, je vais vous donner quelques aberrations selon moi. Zion Williamson est 53e. Ok. Je crois que c'est 53. Je sais que c'est dans les 50. Je t'avoue que j'ai pas regardé le classement, mais je sais que j'avais vu le Zion 53 ou 56, peu importe. Mais... C'est 53e. Jarrett Allen est 50e. Déjà, ça me pique en fait. Même si tu prends la santé en compte, ça me pique que Jarrett Allen soit devant Zion. Mais attention, je te donne d'autres qui m'ont marqué. Je ne les ai pas toutes notées. Victor Wembanyama est 47e sans avoir jamais joué un match en NBA. Bon, après, on ne devrait même pas. On devrait même pas classer les rookies en fait. Il devrait même pas être classé. Ouais, là, les rookies devraient pas être classés. Et donc, il est déjà plus fort que Zion. Vraiment, ça me pique. Ça me pique. Il y a des trucs, ça me. Julius Randle est 45e. Je trouvais ça trop haut, quoi qu'il arrive. Je suis peut-être un hate. Quel salaud. mais non, mais en fait, alors, en fait, en soi, que Julius Randle il soit 45e, pourquoi pas. Mais qu'il y ait Zion qui soit 53 et encore. Et j'ai pas regardé, il doit y avoir d'autres mecs que je trouve beaucoup plus forts qui sont entre la 50e et la 100e place. Mais voilà. Après, j'en ai une autre et je vais défendre un de tes gars. Ja Morant, il est 35e. Il était 9e l'an dernier. Et lui, tu vois, encore Zion, il y a le truc des blessures. Mais Ja Morant, il y a juste une suspension et derrière, il est là, tu vois. Ouais. Donc, comment tu justifies le fait qu'il passe de la 9e à la 35e place? Oui, parce que en fait, c'est pas. En fait, tout dépend du concept du classement. C'est-à-dire que si c'est les joueurs qu'on prendrait dans une équipe. Tu vois, là, ok, tu peux dire Ja Morant, bah, c'est moins fiable. Zion, il y a les blessures. Si c'est juste le niveau de jeu intrinsèque. C'est best player. Ils appellent ça le NBA rank, quoi. Après, il faut voir ce qu'ils mettent sur le top 10. Ils ont déjà dévoilé leur top 10 ou pas? Après, je crois pas, je suis pas sûr. Pas encore. On est au port du top 10. Attends, t'inquiète, je vais y venir. Par exemple, qui est 11e, par exemple, ça m'intéresse. Enfin, 11, 12, 13, tu vois. T'inquiète, je vais te les donner. Je lis juste. Voilà. Pourquoi il est descendu, c'est à cause de ses off-court issues. Non mais franchement, par contre, je sais pas, ça que tu le baisses parce qu'il a des soucis, parce que tu dis sa personnalité, ça va pas coller. Je suis d'accord. Mais de 26 places, bref, voilà pour certains trucs. Je continue. Kyrie Irving est 34e. Ouais. Pareil, tu vois, la personnalité de Kyrie Irving fait que je le mettrais peut-être pas dans le top 10 ou dans le top, même peut-être pas dans le top 15 en me disant je vais peut-être mettre des mecs comme Donovan Mitchell devant lui. Je pense que Kyrie est plus fort que Donovan Mitchell, mais tu vois, il y a plus fiable, etc. Mais 34e, ça m'a. D'ailleurs, il a réagi, Kyrie, il a dit mais de toute façon, j'en ai rien à faire d'ESPN. Je respecte pas les opinions de leurs journalistes. Sous-entendu, ils connaissent rien au basket. Il faut savoir que souvent ce classement, il est fait par certains insiders qui sont très portés sur les mathématiques. Je pense notamment à Kevin Pelton, et il n'y a pas toujours le jeu qui est pris en compte. Ouais. Alors, je continue. Damian Lillard est 14e, et ça, moi, ça me pique. J'ai l'impression qu'il y a un manque de respect envers Damian Lillard à chaque fois. Il est 14e, et ce qui me pique d'autant plus, en fait, c'est qu'il est derrière Anthony Edwards, qui est 13e. Ah ouais. Ça, je me dis, mais comment c'est possible? Donc, tu voulais les 15. Allez, je te fais même depuis 20. D'ailleurs, il y a un truc. Kawhi est super loin à cause de ses blessures, mais Paul George est quand même très haut. À un moment, je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Donc 20e, c'est Karl Anthony Towns, qui était 13e l'an dernier. Déjà, pourquoi il était 13e l'an dernier, ça n'avait pas de sens, mais là, ils l'ont mis 20. 19e, Jaylen Brown. 18e, Paul George. Alors que Kawhi est beaucoup plus loin parce que Kawhi a ses blessures, mais Kawhi est dans les 20 et quelques. Bon, après, Paul George blesse peut-être un peu moins, je le reconnais. 17e, Jamal Murray. Ok. Pourquoi pas. 16e, Bam Adebayo. 15e, Donovan Mitchell. Après, de toute façon, à un moment, sur les meilleurs joueurs, tu peux pas non plus. Tu peux pas te tromper, a priori. Ouais, tu peux pas te tromper tant que ça. Mais Damian Lillard, 14e, ça me pique. 13e, Anthony Edwards. Ok, on peut imaginer une grosse saison d'Edwards, mais meilleur joueur que Lillard. Là, il y a un match de playoff là, dans 9 mois, tu prends Edwards plutôt que Lillard. Ah, c'est un petit peu haut tout ça. Ouais, et il va progresser. 12e, Jimmy Butler. Bon, pourquoi pas.
11e Devin Booker. Voilà, c'est Devin Booker qui est 11e. Ah, Booker, ouais, donc ça veut dire que dans le top 10, Dans le j'essaie de top voir. 10, il y a Embiid, Davis. Je sais pas si LeBron est déjà sorti. Je pense que Il y aura LeBron et LeBron n'a pas dû sortir. Du coup, ça veut dire qu'il y a aussi Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, tu vois, par exemple, chez Gilgeous-Alexander. Alors, j'adore, mais bon, pourquoi pas à la limite. Ça peut avoir. Non, mais ça peut. S'ils prennent à l'instant T, ils peuvent se. Booker. Non, ouais, c'est ça. Mais ils peuvent se dire, bah, le mec a été top 5 MVP, donc là, sur la ligne de départ, il peut pas être au-delà top 10. Donc le raisonnement peut ça peut se défendre, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus effectivement les choix de mettre des mecs comme Zion ou Morant aussi bas. Mais bon, tous les ans ils font ça et je pense qu'ils font sciemment des choix. Tu te rappelles, le premier, je me rappelle, c'était DeRozan qui avait été mis genre 67e. Il jouait encore à Toronto, il était All-Star tous les ans et je sais pas, il avait démarré la saison 67e. Il est même mieux classé du coup maintenant parce que là il est 39e. Ouais. Et tous les ans, il y a toujours un. Tu sais, c'est comme les notes NBA 2K, les mecs ils s'offusquent, mais ça fait parler. Du coup, je pense que les journalistes d'ESPN font sciemment des choix clivants, voire même qui n'ont pas tellement de sens. Moi, en fait, je peux tout accepter à partir du moment où il y a des critères vraiment très bien expliqués. Est-ce que c'est à l'instant T? Est-ce que c'est sur l'historique de sa carrière? Est-ce que c'est le potentiel? Parce que là, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que Edwards, il est là sur le potentiel qu'il pourrait atteindre cette année. Kawhi, il est à cet endroit-là pour le niveau théorique qu'il a sans blessure. Zion, bah, il a zéro crédit, c'est-à-dire il est forcément blessé, en surpoids, je sais pas quoi. Et donc forcément à cet endroit-là, c'est plus ça. Mais c'est pas les classements que je respecte forcément le plus, ceux d'ESPN, à vrai dire. Ils ont ils ont des journalistes qui font des bons trucs, des émissions intéressantes, machin. Mais leur top 100, c'est pas vraiment ce qui me, ou 50, je sais plus, c'est pas forcément ce qui me passionne. Voilà. Non, moi non plus, mais je pense que déjà de base, et pourtant j'en ai fait des classements, mais je pense que c'est pas quelque chose de très pertinent. Et on en a fait, on a même fait un on a fait plusieurs late sessions consacrées à nos top 50. Bon, les classements, enfin à la limite les classements sur une époque donnée, pourquoi pas, c'est les all-time où j'ai plus de mal, je trouve ça souvent inutile. Mais bon, je sais pas. Il y a un truc qui me pique avec ce classement ESPN, mais je pense que comme tu as raison, c'est leur but, c'est d'en faire. C'est que ça puisse faire parler, et c'est exactement ce qui se passe au final chaque année. Ils font peut-être qu'on devrait juste pas ne pas y donner de crédit du coup. Non, mais ça crée de l'engagement parce que là, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont aller cliquer. Et nous, on est tout petits, mais je pense que dans d'autres médias, ils vont dire ah, t'as vu machin, et puis t'as les auditeurs ou les spectateurs, si c'est à la télé, qui vont aller regarder et cliquer. Enfin, c'est le but, hein, c'est de bonne guerre. Mais ouais, moi, je préfère quand il y a des classements, des débats, des trucs comme ça. J'aime bien quand c'est quand même assez bien défini et qu'on sait à peu près ce qu'on va y trouver, et qu'il y a une argumentation logique, même si derrière, je peux ne pas être d'accord avec les trucs, quoi. Mais bon, de toute façon, nous, le top qu'on avait fait dans la Late Session, c'était un peu, c'était des tops personnels, et c'était qui tu prends. Voilà, à l'instant temps, qui tu choisis, et on prenait du coup en compte quand même la fiabilité physique et extra-sportive. Là, je suis pas sûr que ce soit précisé, mais bon. Ouais. Bon, allez, laissons ce top de côté. On va finir avec la WNBA. Ouais. Il y avait le deuxième match des finales hier soir entre le Liberty de New York et les Aces de Las Vegas. Shai, je te laisse la parole, je te laisse nous expliquer ce qui s'est passé, et notamment Marine Johannes aussi, si elle a joué, etc. Ouais. Bon, bah là, je pense que malheureusement personne n'ira voir la Fédé pour réclamer un poste sur la performance, parce que malheureusement elle a moins. Alors c'est pas de sa faute, honnêtement, je reviendrai dessus, mais donc elle a joué 19 minutes et elle a mis 3 points, 3 passes, elle a pris que 4 shoots. Mais ce qui était le plus intéressant, c'est le match en lui-même. Donc les Aces ont gagné 104-76. Je vais le dire tel quel. Je pense que sur les 2 premiers matchs que j'ai vus là, et même sur l'ensemble de la saison, même en remontant encore à la saison dernière, je sais pas si j'ai déjà vu une équipe WNBA aussi forte, aussi impressionnante. Le niveau de jeu pratiqué, encore une fois, je vous invite, c'est de la propagande, j'ai pas de problème avec ça, parce que moi, au plus nombreux sont les gens qui se mettent à regarder cette ligue, au plus je suis content. Le niveau de jeu Chelsea Grest et Magic Johnson, et en plus je dis ça, j'aime pas les comparaisons hommes-femmes sont absolument pas pertinentes, mais là je viens d'en faire une, donc je m'en excuse. Mais A'ja Wilson, fantastique. Chelsea Gray, fantastique. Des Jackie Young, Kelsey Plum, c'est des. Allez regarder les matchs et les replays, parce que alors là, il n'y a pas eu match, parce que Las Vegas a oblitéré New York, alors que c'est New York c'est une super team qui est censé avoir un niveau exceptionnel, et c'est finalement plutôt une somme d'individualité.
Mais là, voilà, ça mène 2-0. Et puis, prochain match à New York pour peut-être finaliser la série et réussir le premier back-to-back depuis plus de 20 ans. C'est extrêmement dur à réussir en WNBA. Et là, ce serait le premier depuis 2002, je crois, avec les Sparks. Mais pour revenir sur Marine Johannes, moi, je suis ressorti du match hyper frustré pour elle. Parce que donc elle sortait de ce dernier match où elle avait été magnifique pendant la première mi-temps. Puis après, la coach Sandy Brondello l'avait un peu laissé refroidir. Et du coup, c'était plus compliqué de revenir dans le match. Là, même dans les moments très compliqués pour New York, c'est-à-dire à un moment, il y a eu moins 30, moins 32, et elles sont revenues. C'est la seule joueuse de New York qui était en positif sur le différentiel, sur le plus-minus. Ouais. À un moment, elle était à plus 11 et tu avais toutes les autres les stars de l'équipe qui étaient à moins 32, moins 26, moins 27. Et même là, après la rouste sur laquelle ça s'est terminé, tu prends, là, j'ai ce truc sous les yeux, donc les stars de l'équipe, Brianna Stewart, moins 27, Jonquel Jones, moins 26, Van Der Sloot, moins 25, Ionescu, pareil, et t'as Marine Johannes, en 19 minutes, plus 1. Donc au-delà même sans scorer, en prenant peu de shoot, elle avait une influence positive, et j'étais frustré de ne pas l'avoir plus sur le terrain, parce que quand elle était là, il se passait des bonnes choses, quoi. Donc bon, la Fédé, la Fédé n'aura pas à mettre de poste, je pense qu'ils sont très contents, et ils vont pas se poser la question. Ou alors, s'ils veulent troller, ils font... félicitations à notre joueuse Marine Johannes, auteure de 3 points en finale WNBA, mais je pense pas. En tout cas, et d'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'hier, il y a eu quand même la nouvelle qu'elle allait disputer les Jeux Olympiques. Ouais. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier. Ouais, c'est ça, je sais plus si on en avait parlé. C'était avant-hier, on en l'avait mentionné, oui. Voilà, bon, en tout cas, elle va faire les JO, même si la situation est tendue, notamment avec Céline Dumerc, la GM, elle sera priorée aux Jeux Olympiques, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Yes, bon, on va s'arrêter là-dessus. Ouais. On fait de plus en plus long sur les CQFR, mais c'est parce qu'il n'y a plus Théo derrière nous pour nous mettre la pression. Mais voilà, de toute façon, on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait très plaisir. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous. Voilà, vous abonner, la petite cloche, commentaire si vous voulez, ça, à vous de voir, il n'y a pas de souci. Et ben écoutez, bonne journée à tous et nous on se retrouve demain. C'est ça, à demain matin. Ciao. Ciao.